je vous demande d'accueillir chaleureusement Jean-François Vézina. Merci beaucoup, Agathe. Merci beaucoup à tous d'assister à cette conférence. En fait, un petit peu désolé de l'organisation un peu... on ne savait pas combien il y avait de gens. En fait, chaotique. On va voir que le chaos est très, très lié à l'imprévisibilité. Et j'aimerais beaucoup vous dire ce qui va se passer dans cette conférence, mais c'est impossible. J'ai préparé plein de notes, mais je suis convaincu qu'il n'y a aucune... Pas qu'il n'y a aucune, mais dans ces notes-là, je ne suis pas sûr que c'est ce qui va se rendre chez vous. Donc, je n'ai pas de contrôle sur ça. Donc, c'est essentiellement un acte de création. Et donc, tout débute, en fait, tout acte de création débute dans le chaos. Demandez-le au bon Dieu, il va vous dire qu'effectivement, oui, c'est le cas. Donc, tout acte de création débute dans le chaos. Et le chaos, dans ce cas-ci, a une forme, en fait, c'est mon anxiété. Je ne la cacherai pas. Je ne cacherai pas mon anxiété. En fait, effectivement, que c'est des nouvelles notions, c'est des nouveaux mots que j'essaie de mettre ensemble. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je diffuse, ou à tout le moins que je communique ces idées-là publiquement. J'ai fait mon essai sur ça, mais que c'est la première occasion que j'ai pour confronter un peu ces idées. Et je trouve ça intéressant parce que moi, j'associe beaucoup chaos et créativité. Vous allez créer aussi la conférence. Et c'est ce qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus ce que vous allez vous dire de ce que je vais vous dire, de ce que je vais dire qui est important. Et donc, à ce moment-là, je vous demande de porter attention justement aux images qui vont venir le long de la conférence et qu'on pourra échanger par après. Je n'irai pas jusqu'à dire que la fiche d'évaluation, vous allez vous évaluer vous-même de votre conférence que vous allez dire, mais essentiellement, vraiment, de porter une attention à ce que vous allez vous dire lors de la conférence. Alors, c'est ça. C'est ça. Je ne cacherai pas mon anxiété. On parlait de... En fait, si on veut associer la théorie du chaos, un peu les images qui peuvent venir, c'est l'image du petit papillon. Mais il y en a beaucoup de papillons ici. Les papillons qui créent des tempêtes, il y en a beaucoup dans mon estomac. Alors, actuellement, je peux dire, je me donne à peu près 15 minutes, environ une quinzaine de minutes, pour essayer de me sortir un peu du chaos puis d'essayer d'organiser un peu la conférence. Donc, si pendant 15 minutes, c'est confus, essayez de tolérer un peu le chaos. Essayez de tolérer un peu l'incertitude. Je suis conscient, j'ai donné un glossaire, j'ai donné une bibliographie. Vous allez avoir des notes pour après vous revenir. Il va y avoir une période de questions. Donc, si c'est pas clair, essayez de le tolérer un peu. Si ça devient tolérable, arrêtez-moi. Si je pars dans des directions, là, impossible. OK. Alors... OK. Malgré que c'est chaotique, j'ai quand même préparé un plan. On va revenir à la diapositive du désert. Donc, essentiellement, ce que je me propose de faire avec vous aujourd'hui, c'est, donc, en introduction, de vous introduire, en fait, qu'est-ce que le chaos? Qu'est-ce que le chaos psychologique que j'ai défini dans mon essai? Je me suis inspiré d'auteurs américains. Qu'est-ce que la complexité? On va voir que la complexité est intimement liée au chaos. Le fait qu'on vit dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus interrelié, c'est très, très lié au phénomène du chaos. Ensuite, je vais vous parler d'hypothèses de travail. En fait, 4 hypothèses, 4 idées qui vont un peu nous poursuivre le long de l'exposé. On va y revenir plus loin. En deuxième temps, je vais parler de l'approche jungienne assez brièvement, mais à tout le moins pour mettre quelques mots, pour essayer de se situer un peu, et partir de l'expérience de ce que Jung a appelé l'expérience de Nikia. En fait, l'expérience de Nikia, c'est une expérience de chaos, qu'on pourrait dire. Suite à la rupture avec Freud, Jung a plongé dans une période où on se demandait s'il n'était pas psychotique, une période très, très difficile. Et je vais m'appuyer de cette expérience-là de Jung pour un peu développer mon propos de la créativité, c'est-à-dire la créativité qui est liée à l'expérience de chaos psychologique. Ensuite, donc c'est ça, donc quelques notions de base de l'approche jungienne, le chaos chez Jung. Théorie du chaos, les notions de base, en fait, de la théorie du chaos, quelques idées, et voir comment ça peut s'appliquer en psychologie. Donc, on va voir différents éléments, notamment la notion de fractal qu'on va voir. Ensuite, je vais faire une petite ouverture. En fait, pour terminer, je vais faire une ouverture sur une notion qui est très, très chère, en fait, que j'ai beaucoup appréciée, en fait, qui m'a mené chez Jung. C'est la notion de synchronicité. De voir que de temps en temps, il y a des incursions comme ça, on pourrait dire du hasard, mais c'est pas tout à fait du hasard. Dans nos vies, de temps à autre, il y a de l'ordre qui émerge comme ça. On se demande d'où ça arrive. On rencontre une personne qui bouleverse notre vie. On rencontre un livre qui bouleverse notre vie. Il y a des expériences comme ça qu'on appelle des expériences de synchronicité. Et je vais ouvrir sur cette notion pour conclure et aussi y aller avec un des éléments pratiques aussi. Donc, c'est ça pour le programme. En fait, c'est le cadre. Mais comme je dis à l'intérieur, je ne sais pas ce qui va se passer.
Donc, c'est ça. Je vous invite aussi à lire les citations de Nietzsche concernant le chaos et surtout celle concernant de Jung que j'aime bien. Donc, in all chaos, there's a cosmos, in all disorder, secret order. Donc, Jung s'intéressait au chaos un peu à sa façon. On va voir que Jung est mort en 61, l'année où la théorie du chaos s'est un peu développée. Donc, Jung n'a pas été en contact nécessairement avec ces idées-là. Mais les post-jungiens ont quand même développé cette notion du chaos. Je vais fermer l'acétate, s'il vous plaît. OK. Pourquoi le chaos? Donc, avant de parler directement du chaos, qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressé au chaos? Bien, essentiellement, je vais vous dire, j'ai préparé cette conférence, mais j'ai aussi préparé mon essai principalement en faisant du ménage. En fait, je dois vous dire que moi, je suis jeune psychologue, je n'ai pas encore l'occasion de vivre complètement ma pratique. Donc, les nuits, je les passe à nettoyer. Nettoyer des hôpitaux, nettoyer des planchers, bien humblement, je le dis. Donc, c'est un peu à la lumière de ces réflexions-là, dans le travail routinier de nettoyer des planchers que j'observais, je me disais, comment ça se fait que la nature tend ce qu'on appelle l'entropie? L'entropie, c'est le désordre croissant. Il y a une espèce de tendance dans la nature à... Comment dire? Il y a une espèce de tendance à... Comment dire? Moi, je ne peux pas m'exprimer. Une tendance au désordre croissant. Vous pouvez avoir un exemple de ça. Si vous êtes dans votre appartement ou dans votre maison, vous ne faites pas de ménage pendant une semaine, le désordre va s'accumuler. Donc, il y a vraiment une tendance au désordre croissant dans la nature. On l'observe. On l'observe, c'est un fait réel. Et je l'observe bien, moi, en moppant puis en nettoyant. Donc, il y a d'un côté ce principe-là d'entropie croissante. Puis d'un autre côté, il y a le principe qu'on connaît moins en sciences, qui fait qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent. On ne sait pas pourquoi. Il y a des arbres qui poussent, il y a des gens qui se rencontrent, des gens qui tombent en amour. Il y a quoi? En fait, il y a plein de choses qui défient ces principes de désorganisation-là, qui fait que la nature s'organise malgré tout. Malgré tout, la nature a tendance à s'organiser. Donc, il y a une espèce de paradoxe entre le fait que la nature tend vers le désordre et aussi vers l'ordre. Je suis un peu à la lumière de ces réflexions-là. Donc, je suis allé voir les superviseurs à l'école de psychologie avec un peu ces idées-là. Puis, je savais que la théorie du chaos, c'était une science qui s'intéressait justement à comment ça se fait que l'ordre émerge. D'où l'ordre émerge. Comment ça se fait qu'à un moment donné, l'ordre émerge. Principalement, c'est les propos de la théorie du chaos. Donc, c'est ça. Alors, je me présente comme ça au département de psychologie avec ces idées-là. Puis, bon, c'est ça. Puis, je voulais faire ça sur la théorie du chaos et ça sur Jung. En fait, les deux pires sujets qu'il ne peut pas y avoir à l'Université Laval. Déjà, Jung, à l'université, il n'est pas trop aimé. On le range du côté des lettres. En sciences, Jung n'est pas très, très bien vu. On le voit plus un peu comme un mystique. Un personnage un peu mystérieux. Donc, il n'y a pas beaucoup de superviseurs qui entraient dans ces propos-là. Et la théorie du chaos, c'est pas quelque chose qui se met en psychologie, ça. Vous savez, une espèce de tendance qu'on a à disséquer, à surspécialiser. On ne met pas les choses ensemble, habituellement. Ça ne se mêle pas. Ça, théorie du chaos et psychologie, ça ne va pas ensemble. Alors, je me proposais de faire ça. Et donc, c'est assez intéressant, les réponses que j'avais, principalement dans les superviseurs. Il y en a un qui me disait, ton essai, ça fait pas mal Star Trek, ton affaire. Je ne peux pas superviser ça. Ça fait vraiment trop Star Trek. Donc, j'aime bien Star Trek. Donc, j'ai eu de la difficulté. Mais malgré tout, il y a un superviseur gentil, en tout le moins, qui a accepté de me superviser, qui a fait que j'ai pu élaborer ces idées donc, dans le cadre d'un essai. Alors, c'est ça. Donc, alors, essentiellement, pour vous parler de qu'est-ce qui m'a mené de mon intérêt pour le chaos. Le chaos comme tel, j'aimerais quand même sonder un peu les gens. J'ai aucune idée de qui vous êtes. Je sais qu'aujourd'hui, on se lie ensemble par la notion de chaos, mais je ne sais pas où vous êtes, un peu c'est quoi votre perception du chaos. J'ai le goût de partir de où vous êtes et puis voir un peu c'est quoi pour vous le chaos. C'est quoi les associations qui sont faites avec le chaos? Oui? J'ai l'impression que c'est de subir les événements au lieu de créer avec le courant. OK, donc une certaine passivité, ou à tout le moins l'idée de subir l'événement. Avoir l'impression d'être en contrôle. OK. Donc, OK, c'est intéressant. Le fait de ne pas être en contrôle, qui est lié à l'imprévisibilité. Un peu, si je veux mettre mes idées un peu, ce que vous dites. Mais comme...
Sentiment d'impuissance. On va y revenir, ça. C'est très, très fort. J'ai des exemples vraiment en termes de ce sentiment-là d'impuissance concernant les gens qui ont ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Et on va voir que le sentiment d'impuissance est très, très lié, très, très marqué. Ce qui va déterminer que les gens post-traumatiques vont bien s'en sortir ou pas s'en sortir, c'est vraiment lié à ce sentiment d'impuissance-là. Le sentiment qu'on n'a pu rien faire, ces gens-là ont plus de difficultés. Mais si les gens ont senti qu'ils ont pu faire quelque chose, là, il y a quelque chose là, qui fait que ces gens-là peuvent s'en sortir mieux. Donc, c'est intéressant de voir l'impuissance liée au chaos, effectivement. On va essayer de voir où est-ce qu'on peut récupérer du pouvoir dans le chaos. Oui, madame. Voilà, pour moi, ce serait une foule d'informations que je reçois, de pensées et de choses qui tirent un petit peu dans tous les sens et qui demandent justement à être ordonnées ou à s'ordonner. OK. Intéressant. Oui. Moi, ça me renvoie à un déséquilibre. L'idée de déséquilibre. OK. Oui, ici. Oui, ici. Oui. Moi, c'est une sorte de l'influence de l'avenir psychologique dans une intensité qui, bon, peut la systématique, mais une quantité, une intensité qui de là revient dans une nouvelle ordre, OK. OK, merci. Est-ce que vous pouvez répéter peut-être plus dans le micro? Ouais, peut-être plus le... OK, pour moi, c'est comme une influence, une quantité de données c'est difficile à répéter, comme une crise, mais qui de là va naître, en tout cas, une nouvelle ordre. En tout cas, c'est une nouveauté. C'est des données qui viennent de toutes parts, qui ont été enregistrées, qui sont entremêlées, mais qui ensuite vont amener à une nouveauté. OK, donc une espèce de... un amas de données qui se réorganise d'une autre façon, exact. Qu'on pourrait dire à partir d'une phase là, qui... Oui, comme une circulation collatérale, un nœud qui ensuite va amener un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Oui. OK, intéressant. Oui. Pour ma part, je rejoins les commentaires qui ont été déjà énoncés. Micro, s'il vous plaît. Oui, je vais essayer de parler un peu plus fort. Généralement, j'ai une bonne voix qui porte. Alors, pour ma part, j'abonde dans le même sens de ce qui a déjà été énoncé. C'est un déséquilibre, mais qui est un processus de passage qui permet justement qu'on reste avec ce moment de déséquilibre, à ce passage de ce vivre, à créer cet ordre nouveau que j'appelle la transformation. OK, merci. Un Moi, dernier, je pense qu'un bel exemple de chaos, c'est le système de santé actuel. Good. Vous arrivez directement où j'étais rendu. Hier, c'est ça que... Ouais, allez-y, puis je vais faire le mien. OK, juste une petite chose. Pour moi, le chaos, c'est... je me demande pourquoi, à certains temps, plusieurs chercheurs dans plusieurs pays arrivent à chercher sur un même point, au point où les pays se demandent qui a trouvé le premier le médicament miracle de telle chose ou la solution à tel ou tel problème, et puis que plusieurs personnes en même temps ont eu la même idée. On voit ça aussi dans la création des auteurs ou des chansons. Les gens se disent, vous m'avez volé mon idée, mais alors que cette idée-là était dans l'air. OK. Donc, le fait de trouver la même idée à plusieurs endroits différents, on va voir, c'est très lié à la synchronicité, ça, effectivement. Et puis, bon, pour suivre l'idée concernant la santé, je retenais les propos hier de M. Jean Robert concernant la santé. Il disait que la définition de la santé, c'est l'absence de maladie. Puis, bon, il semblait pas nécessairement d'accord avec ça. Mais si on essaie de voir ça dans une perspective chaotique, moi, je dirais que la santé, c'est une maladie qui est écoutée. C'est pas une maladie qui est née, c'est une maladie qui est écoutée et entendue. Donc, c'est pas l'absence, c'est la présence de maladie, mais la maladie qui est écoutée. Puis, on va voir avec le chaos, le problème avec le chaos, c'est pas qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. Le problème avec le chaos, c'est comment on se relie au chaos, comment on entre en rapport avec le chaos. Et on va voir que si on se permet d'entrer en rapport avec le chaos, il y a une foule de choses nouvelles qui peuvent apparaître. C'est un peu ce qui me mène à parler du désert. En fait, essentiellement, le chaos, c'est le vide. Il y a un rapport très important à voir entre chaos et vide. Donc, c'est essentiellement un passage au désert. Un passage. J'aimais bien l'idée de passage.
Peut-être juste avant de parler du désert, c'est Ignacio Ramonet, le directeur du Monde diplomatique, en conférence à Québec, qui donnait justement sur le chaos géopolitique. Il a écrit un livre sur le chaos, justement la géopolitique du chaos. Et sa définition du chaos est très, très simple. En fait, c'est essentiellement une période de désordre entre deux périodes d'ordre. C'est tout simplement ça, le chaos. Une période de désordre entre deux périodes d'ordre. Donc, une condition pour avoir un autre ordre. Et on peut parler d'un nouvel ordre. On peut parler d'un ordre émergent. L'image qui est donnée, c'est l'eau. Vous prenez de l'eau qui est à l'état liquide et qui veut se transformer en état de vapeur, doit passer par un stade de bouillonnement, un stade de perturbation, un stade important où tout est remis en question. Et on pourrait faire le parallèle actuellement dans nos sociétés. Une phase très importante de bouillonnement actuellement. Une phase très importante où les idées sont remâchées, on ne sait plus trop où on s'en va. Donc, on est un petit peu comme l'eau qui est entre l'état d'eau et l'état de vapeur. On est un petit peu comme un système entre deux périodes d'équilibre. Et oui. Intéressant. OK. La question, c'est quand on parle de chaos, est-ce qu'on parle essentiellement de souffrance? Moi, ma perception du chaos, c'est comme je vous disais, c'est pas le chaos qui est problématique en soi, c'est comment ça va être vécu, comment ça va être intégré ou pas. Vous savez, le chaos dans la nature, il n'y a pas de problème avec ça. Les animaux s'entretuent, il y a un paquet de phases chaotiques dans le développement naturel, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème avec l'humain, c'est qu'il y a un moi. Il y a un moi qui décide. Et le moi va décider s'il passe ou s'il ne passe pas dans le chaos. Et plus souvent qu'autrement, on est à côté de nos vies, on est à côté du vide, à côté du chaos, justement pour éviter une certaine forme de souffrance. Mais si on essaie d'avoir une perspective plus large, une souffrance qui est nécessaire pour atteindre un autre état d'équilibre. On est dans un état d'équilibre, c'est très confortable, l'équilibre. Hein? Puis on va voir, c'est un livre d'Alan Watt, bien heureuse insécurité, où il parle de comment qu'on peut tolérer l'insécurité, comment cette insécurité-là, dans le fond, dans nos sociétés, il y a une espèce de mythe qui dit qu'à un moment donné, si on s'y prend comme il faut, à un moment donné, il va y avoir de la sécurité. Vous savez, j'ai écrit un article au syndicat de l'hôpital sur la sécurité d'emploi qui n'a pas été accepté, parce que je parlais de la sécurité d'emploi qui était un mythe qui amenait les gens à devenir comme des chats domestiques qui n'étaient plus en contact avec les angoisses primordiales, un peu comme les écureuils dans la nature qui sont en contact avec l'angoisse. Mais quand on mise sur la sécurité d'emploi, on devient un peu comme des chats domestiques, puis on n'est plus en contact avec les angoisses premières. Donc, cette idée de qu'on passe ou qu'on passe pas. Donc, l'idée de passage, qui est soulignée par M. Ramonet, l'idée de bouillonnement, de phase entre deux périodes d'ordre, et qui est illustrée par le désert. En fait, moi, l'année dernière, à pareille date, je marchais dans le désert. C'est pour ça que j'étais un petit peu nostalgique, j'ai emmené une diapositive du désert. En fait, ça, c'est pris dans le désert du Sahara, au Maroc. En fait, c'est ça, quand on réussit à se débarrasser des Marocains, vous savez, je ne sais pas si c'est des gens qui sont déjà allés au Maroc, qui sont assez tenaces, ils sont assez sollicitants. Et quand on arrive un peu à se retirer, quelque chose d'intéressant qui se passe dans le désert, c'est vraiment l'expérience du vide. Moi, j'ai passé 4 jours vraiment en contact avec rien. Et bon, c'est intéressant au début, hein, puis il y a quelque chose de fascinant dans le vide aussi. Hein. Il y a quand même une fascination pour le vide. C'est quand même beau, un paysage de vide, quand même. En tout cas, moi, je trouve ça beau. Mais c'est ça. Au bout d'une journée, les montagnes viennent à peu près pareil. Au bout de 2 jours, les petits arbustes viennent les mêmes. Puis, à un moment donné, on se rend compte que c'est ça. On est confronté à nous-mêmes. Et à midi, dans le désert, c'est vraiment, comment dire, l'ombre, elle est nulle part sauf en soi. Donc, c'est vraiment un contact. Moi, je dirais, le vide, c'est vraiment un contact avec l'espèce de nature profonde. Vraiment une invitation à aller plonger, une invitation à plonger dans le vide pour en ressortir sous une autre modalité. OK. Essentiellement, le chaos est lié à ce qu'on appelle la complexité. Le développement de la théorie du chaos s'est beaucoup développé en rapport avec ce qu'on appelle la complexité dans la nature et dans la culture. Le fait que tout est interrelié. Et de plus en plus, on se rend compte que les systèmes sont interreliés. C'est pourquoi c'est difficile de prévoir la météo, par exemple. La météo, c'est un phénomène qui est très, très difficile à prévoir, justement parce que tout est interrelié et c'est l'image du battement de papillon. Si on néglige le battement de papillon à Pékin, il va y avoir une tempête à Montréal, puis on n'aura pas prévu, dans le sens qu'on ne peut pas tout prévoir, dont le battement d'un papillon. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout savoir, les éléments qui sont en rapport. C'est tellement complexe, tout est lié. Donc, un petit élément peut provoquer des tempêtes à un autre endroit. C'est essentiellement le propos
de l'effet papillon. Et c'est essentiellement le propos de la théorie du chaos que de voir que justement d'infimes variations peuvent avoir des conséquences, entre guillemets, chaotiques à la fin de la chaîne de séquences. Donc, c'est un peu en réaction au réductionnisme. C'est plutôt d'aller dans la totalité, d'aller dans la globalité, l'invitation qui est faite par la théorie du chaos. Donc, de voir les relations qui existent et de voir comment, dans la totalité, en fait, ce qui a beaucoup participé au développement de la théorie du chaos, c'est l'événement des ordinateurs. L'événement des ordinateurs ont permis de mettre une quantité infime de chiffres, donc justement avec l'exemple de la météo, et de voir globalement, ça nous a permis de voir des schémas d'ordre qui s'organisaient. Et un des principes en théorie du chaos, c'est que, essentiellement, le chaos se vit localement, mais au niveau de la globalité, il y a de l'ordre. Et c'est vraiment ça revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure, une qualité de position, le chaos. Si on est trop centré sur le moi, puis si on veut faire un prolongement en psychologie, on peut parler de ce qu'on appelle le soi. Le soi qui est une espèce de, chez Jung, c'est un peu la totalité de la personnalité, qui peut être très, très stable, mais le moi vit le chaos. Donc, vraiment, cette espèce de jeu d'échelle entre le global et le local, une question de perspective. Et quand on prend la théorie du chaos, c'est vraiment grâce aux ordinateurs qu'on a pu observer, comme par exemple les comportements météorologiques d'une grande quantité de chiffres, on s'est rendu compte qu'il y a des schémas d'ordre qui apparaissaient. Et c'est ce qu'on appelle la géométrie fractale, qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, c'est essentiellement une qualité de relation, et une qualité de relation entre la totalité et la particularité. On va voir que le principe général de la fractale, c'est de retrouver la totalité dans la particularité. Et il y a quelqu'un qui disait, l'homme, en fait, c'est un génie individuel, mais c'est un idiot collectif. Dans le sens que le rapport qu'on entretient à la collectivité, souvent, est problématique. Et en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est l'idée que il y a une espèce d'absence de relation entre ce qui se passe au niveau global et au niveau total puis au niveau particulier. Et on pourrait parler à ce moment-là d'un plongeon. Quand on parle d'un plongeon à l'intérieur de soi, c'est pour aller rejoindre cette totalité-là. Puis on va voir que le chaos invite à aller plonger dans la totalité, mais en dedans de soi. Donc, c'est vraiment cette idée-là par rapport à ça. Puis, dans ce sens-là, la théorie du chaos, ou les nouvelles sciences de la complexité s'intéressent beaucoup au comportement des fourmis, au comportement des abeilles. On a beaucoup à apprendre des abeilles puis des fourmis. Par contre, eux, probablement qu'individuellement, seraient des idiots individuels. Une abeille près du sol, je ne sais pas trop ce qu'elle ferait. Il y a la collectivité des abeilles qui l'amène à la portée. OK. Jusqu'à date, est-ce que ça va? Est-ce que pas trop. Mon chaos commence un peu à s'organiser, j'espère. OK. J'aimerais avoir la prochaine acétate, s'il vous plaît. OK. On va jouer au psy un peu. On va donner une définition opérationnelle du chaos psychologique. C'est ce que mon superviseur m'avait demandé. C'est inspiré des travaux de Butz. Donc, essentiellement, le chaos psychologique, une définition. Vous l'avez dans les notes. Vous l'avez dans les notes. Il n'y a pas besoin d'en prendre en note. Donc, le chaos dans la psyché humaine se définit opérationnellement par un état d'anxiété élevé, se manifestant au niveau physiologique, qui est associé à l'incapacité de prédire les événements futurs, étant donné qu'ils sont en dehors de l'expérience intrapsychique de l'individu. Définition très, très scientifique, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que le chaos psychologique, ma perception du chaos psychologique, c'est l'état d'anxiété qui est lié au fait de ne pas savoir ce qui va arriver. Il y a une anxiété très, très grande qui est liée au fait qu'on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Vous avez beau consulter tous les jojo médiums du monde, jamais vous allez avoir la certitude de ce qui va arriver. Et ça, c'est une angoisse primordiale. C'est vraiment une angoisse primordiale chez l'humain de ne pas savoir ce qui va arriver. Et on va voir dans les cas d'anxiété extrême, cette espèce d'imprévisibilité-là. Les gens, c'est comme s'ils s'appropriaient l'imprévisibilité, puis ils prenaient la prévisibilité en s'imaginant le drame. Les gens qui sont anxieux, ils vont s'imaginer le drame avant que ça arrive, un peu pour prendre un peu de pouvoir sur ce qui pourrait arriver. Puis en s'imaginant, oui, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va arriver. En étant toujours plongé dans le futur, c'est comme une tentative d'essayer d'avoir du pouvoir, d'essayer d'avoir une espèce de contrôle sur l'imprévisibilité. Mais essentiellement,
dans la vie de tous les jours, vous l'observez, il y a rien, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer, vous ne savez pas si votre conférencier va tomber tantôt, vous ne savez pas du tout ce qui va arriver. Donc essentiellement, c'est une anxiété. Donc le chaos psychologique, c'est l'anxiété qui est liée à ça. On va voir, c'est un peu le modèle que j'ai essayé de développer en rapport avec les travaux de Jung, qu'il y a quand même de l'information. C'est ce que je parle quand l'expérience intrapsychique, en dehors de l'expérience intrapsychique, c'est que malgré qu'on ne sait pas ce qui va arriver, il y a quand même de l'information qui entre un petit peu à notre insu. On va voir avec Jung les fonctions psychologiques. Donc, on a une tendance à prendre dans le réel certaines choses puis à délaisser certaines choses. Bien, on va voir qu'il y a une organisation qui se fait et qui va se traduire par ce qu'on appelle le symbole. Le symbole, chez Jung, c'est essentiellement une propriété que l'humain a de mettre ensemble un paquet de choses pour proposer une solution. Pour proposer une solution et qui, si on écoute ces symboles-là, qui permettent de nous orienter dans l'apparente imprévisibilité. OK. En termes d'hypothèses de travail ou d'idées que je veux débattre aujourd'hui, principalement l'idée que la théorie du chaos fournit un langage qui permet de mieux comprendre le rôle créateur des crises de vie chez l'humain. Donc, c'est un peu de voir comment, en science aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des appuis théoriques de voir l'aspect créateur des crises. Et ça, ça invite à vraiment une nouvelle vision, puis c'est ce que je parlais tout à l'heure par rapport à la santé. Ça amène à revoir vraiment tout pas le système de la santé, mais à tout le moins la perception qu'on a de la santé. C'est de voir que la crise peut être créatrice, de voir que la crise peut amener vers quelque chose de créateur, peut amener vers un développement. Et ça, c'est des idées quand même qui ne sont pas nécessairement nouvelles. Quand on parle de Piaget, des stades de l'intelligence chez Piaget, ça passe par choc, ça passe par crise. Erikson aussi, les stades psychosociaux chez Erikson, c'est essentiellement des crises. Il y a comme une espèce de période entre les deux d'instabilité. Donc, c'est pas nouveau, ça. Et c'est pas nouveau que la physique inspire les théories psychologiques. Au début du siècle, avec les approches comme l'approche de Freud, l'approche de Jung, sont beaucoup inspirées de la physique de leur temps pour modéliser. Donc, de voir comment la théorie du chaos nous donne un langage pour mieux comprendre ce phénomène-là. Donc, essentiellement, puis par rapport à l'idée, les changements profonds. Je pourrais dire que les changements profonds, peut-être pas les changements de surface, mais à tout le moins, les changements de structure de personnalité, qu'on pourrait dire, passent inévitablement par le désordre, des périodes de désordre. Puis on va voir que ce qui change, puis on se demande c'est quoi qui change. En fait, ce qui change, c'est vraiment notre rapport, notre perception, notre rapport au monde. Ça, c'est une notion que je veux vraiment insister. C'est une qualité de relation. Et les chaos de la vie nous amènent à développer une qualité de rapport, une qualité de relation. Qualité de relation à soi, qualité de relation à l'autre. OK, alors le chaos psychologique ne survient pas toujours par hasard, mais suit les rouages des complexes. On va voir c'est quoi un peu les complexes. En fait, c'est les zones de vulnérabilité des individus, les zones de vulnérabilité des gens. Essentiellement, mon hypothèse, c'est que ça n'arrive pas un peu n'importe où. Il y a un peu des thèmes de base qu'on a dans nos vies, puis le chaos va frapper là. Et c'est la phrase de Jung, ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même, ça arrive de l'extérieur comme un destin. Cette phrase-là de Jung, j'aime bien. Donc, cet élément-là. OK. Puis là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lors des périodes de désordre, les symboles ordonnent ce chaos. Où est-ce qu'il est, l'ordre, en période de désordre? Il est dans le symbole. Mais c'est un ordre qu'on n'a pas nécessairement accès facilement, dans le sens que c'est un ordre qui s'impose, mais c'est un ordre un peu qu'il faut quand même travailler. Donc, ordonnent ce chaos et peuvent émerger dans le réel par l'expérience de synchronicité. Vous savez, l'idée par rapport aux symboles qui résument l'état de la psyché, dans les rêves, c'est très présent. On voit souvent, quand on rêve à quelque chose, ça fait un peu une espèce de synthèse sur la situation de la personne à un moment donné. Mais ce qu'on est moins familier, et ce que Jung a développé, c'est que le symbole peut arriver dans le réel. Et on va avoir des exemples de ça, des exemples de synchronicité, où le symbole ne passe pas par le rêve, mais le symbole passe par un événement concret pour nous orienter, pour nous guider vers quelque chose. OK, alors c'est un peu les idées qui vont un peu accompagner l'exposé. Et puis les citations, Jean-Paul Sartre, le désordre est le meilleur serviteur de l'ordre établi. Puis Henry Adams, chaos often breeds life when order breeds habits. Les habitudes, c'est l'ordre. Les habitudes qu'on a, toutes les petites manies, c'est l'ordre. Et quand on quitte cet ordre-là, il y a peut-être de la vie qui apparaît. Un peu le propos d'Adams. OK. On va y aller avec les notions de Jung. On peut remettre le désert. J'aime bien l'image du désert. Pas de titre pour l'autre. OK. Concernant les notions de Jung, ou à tout le moins l'appui, le principal appui que je donne à mes propos, vous savez, Jung,
bon, je suis responsable du cercle Jung, je suis désolé, je parle de Jung depuis tout à l'heure, mais c'est ça. Donc, c'est ça. Essentiellement, Jung il travaillait avec Freud au début du siècle, une belle collaboration, puis comme de nombreux disciples de Freud, Jung s'est séparé de Freud, principalement suite à la publication d'un livre, Métamorphose et symboles de la libido. Donc, et particulièrement un chapitre. Et Jung, quand Jung a écrit ce chapitre-là qui s'appelle Le Sacrifice, il savait que ça allait coûter l'amitié avec Freud. Et suite à cela, suite à cette expérience, Jung avait à peu près 35-36 ans. Jung a été plongé dans une période de désorganisation. En fait, Jung ne savait plus trop qu'est-ce qui lui arrivait. Jung vivait ce qu'on pourrait dire un chaos psychologique dans le sens qu'il y a une rupture. Et je ne l'ai pas mentionné, mais l'expérience de chaos psychologique est très, très liée aux ruptures. Quand arrive une rupture, quand arrive une perte, comment on va s'organiser? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et donc, Jung, suite à la rupture avec Freud, on ne peut pas parler de relation homosexuelle, mais en tout cas, il y avait quand même une relation quand même très, très intime avec Freud. D'ailleurs, Freud voyait chez Jung son continuateur, tout ça. Donc, c'était un choc important pour Jung. Jung se retrouvait dans un vide, se retrouvait essentiellement dans un vide. C'est vraiment comme ça qu'il décrit son expérience. Et je vais donner un peu les commentaires. Je vais citer Jung. Donc, après la séparation d'avec Freud, avait commencé pour moi une période d'incertitude intérieure. Plus que cela encore, de désorientation. Je me sentais flottant, comme totalement en suspens, car je n'avais pas encore trouvé ma propre position. Et donc, de 1912 à 1919 environ, Jung a vécu ce qu'on pourrait appeler une crise psychotique. Jung vivait avec un fusil dans ce petit à côté de son lit, comment on appelle ça? Table de chevet. Donc, Jung vivait avec un fusil, puis imminemment, on ne savait jamais trop quand est-ce qu'il allait pas prendre le fusil puis se tirer une balle dans la tête. Il y avait vraiment des angoisses très, très importantes. Il y avait des visions même. Jung est en contact avec les contenus de l'inconscient. C'est ce qui a appelé le plongeon dans l'inconscient, confrontation avec l'inconscient. C'est une période très, très intense dans la vie de Jung, mais il va déclarer plus loin, c'est une période très, très créatrice. C'est là que la plupart des idées de Jung sont apparues. Mais c'est vraiment très, 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 c'est vraiment très dramatique. Les gens alentour de Jung disaient Jung vit une psychose puis il essaye de se soigner lui-même. C'est que Jung, il n'a pas consulté personne d'autre, il a décidé de plonger dans ce vide, de plonger dans ce désordre-là. Il sentait que c'était sa voie. Et par la suite à cette période, on dit Nekia, le mot tout à l'heure, Nekia. Nekia, c'est tiré d'un chant de Ulysse. En fait, la descente au royaume des morts dans l'épopée d'Ulysse. OK. Alors, suite à ça, Jung déclarait « Tous mes travaux, tout ce que j'ai créé sur le plan de l'esprit proviennent des imaginations et des rêves initiaux. Cela commença en 1912, voilà bientôt 50 ans. Les années durant lesquelles j'étais à l'écoute des images intérieures constituèrent l'époque la plus importante de ma vie, au cours de laquelle toutes les choses essentielles se décidèrent. Mes recherches scientifiques furent le moyen et la seule possibilité de m'arracher à ce chaos d'images. » Donc, vraiment de voir l'aspect créateur de cette période de désorganisation chez Jung, et de voir que la plupart des notions chez Jung ont émergé dans cette période-là. C'est sûr qu'on vit ce chaos-là un peu à des échelles différentes. C'est pas tout le monde qui va péter une crise psychotique, mais essentiellement, on vit tous et toutes souvent des périodes de désorganisation comme ça dans nos vies, et souvent liées à une perte. Quand on perd quelqu'un, on se demande qu'est-ce qu'on va faire, on se demande comment on va s'orienter. Donc Jung a fait des théories à partir de ça, et c'est vraiment l'aspect créateur de son travail. J'ai maintenant le goût de parler de quelques notions. C'est quoi un peu la théorie jungienne? C'est quoi qui va mettre un peu... C'est quoi que j'ai essayé de mettre en parallèle pour mieux comprendre justement ce chaos psychologique-là? J'ai le goût de parler principalement du complexe. J'ai parlé tout à l'heure que le chaos arrivait dans les zones de complexe, les zones de faiblesse de la psyché. J'ai le goût de vous lire un conte. Ça ne durera pas longtemps, mais juste un petit bout de conte qui va vous donner une belle illustration de ce que peut être un complexe psychique. On parle de complexe d'infériorité, complexe d'abandon, peu importe. Donc, j'ai le goût de vous lire une histoire qui résume ce que peut être un complexe. Parce que, en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'essentiellement, c'est vraiment... Les premiers travaux de Jung ont eu trait au complexe. Vraiment, c'est pour vous parler de la personne.
Donc, c'est un conte tiré du livre Contre la Reine des Neiges de Andersen. Et c'est la première partie du livre La Reine des Neiges d'Andersen. Ça s'intitule Le miroir et ses morceaux. Le diable était de bien bonne humeur. Il venait de confectionner un miroir qui avait une merveilleuse propriété. Le beau, le bien qui s'y réfléchissait disparaissait presque entièrement. Tout ce qui était mauvais ou déplaisant ressortait au contraire et prenait des proportions excessives. Les plus admirables paysages par ce moyen ressemblaient à des épinards cuits. Les hommes les meilleurs et les plus honnêtes paraissaient des monstres. Les plus beaux semblaient contrefaits. Un jour, ce miroir tomba sur la terre et se brisa en des milliards de morceaux. Ces débris n'étaient pas plus gros que des grains de sable. Le vent les éparpilla à travers le monde. Bien des gens reçurent de cette funeste poussière dans les yeux. Une fois là, elle y restait, et les gens voyaient tout en mal, tout en laid et tout à l'envers. C'est essentiellement ça le complexe. Le complexe, ça nous mène à voir la réalité pas tout à fait comme elle est. Et vous savez, des fois, les gens qui sont pris avec un complexe, on essaie de les raisonner. On dit, ça n'a pas de sens ce que tu dis. C'est pas... Ce qu'il faut comprendre avec le complexe, c'est que c'est affectif. C'est lié à des traumatismes qu'on a eus dans notre enfance. Et ça va constituer un peu nos thèmes de vie. Vous savez, quand on prend un traumatisme, mettons un complexe d'abandon, mettons quelqu'un qui s'est senti abandonné quand il était jeune, inévitablement, ça va colorier son rapport au monde. Et c'est ce genre de couleur-là. Ce qu'on va mettre dans le monde, c'est lié à nos complexes, c'est lié à nos traumatismes. Et ce qui caractérise le complexe, c'est l'affectivité qui en dégage. Donc, on essaie de raisonner ces gens-là, comme par exemple les gens qui se sentent continuellement abandonnés. On en a beaucoup en thérapie. On a beau essayer de voir avec eux. Ils sont comme centrés sur tout ce qui pourrait faire en sorte que les gens vont les abandonner. Puis ils vont aller voir que ça. Ils ne verront pas tous les autres gestes en côté. Donc, ça oriente notre rapport au monde. Le complexe oriente notre rapport au monde. Le complexe a une propriété d'attracteur. On va voir qu'en théorie du chaos, on a ce qu'on appelle l'attracteur fractal. On va en parler plus loin. Mais attracteur dans le sens que ça attire nos perceptions, ça nous mène à voir d'une certaine façon. Et en même temps, ça constitue notre vision du monde, qui fait qu'on est en relation au monde à partir de nos zones. C'est des zones de vulnérabilité. Et vous faites un choix en ce moment. Vous faites un choix de ce que je dis, comme je disais tout à l'heure. Vous créez. Mais vous créez en fonction de quoi? Vous créez en fonction du manque. Vous créez en fonction du vide, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ce que vous captez, c'est en fonction, indirectement, je dirais pas, oui, c'est de vos complexes en certaines parties, c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Et ce qu'on a besoin, c'est en fonction du vide. Et ce qui est le vide, c'est lié au complexe, lié au trauma qu'on a eu, qui fait que on va chercher dans l'environnement ce qui est à mettre. C'est un peu ce que la conférencière hier disait, Mme Desrosiers, on a un vide, puis on essaie de le remplir du mieux qu'on peut. Et j'aimais bien cette image. Donc, c'est essentiellement ça le complexe. Pour savoir comment faire pour trouver un complexe, on va voir vraiment où est l'affection, où est l'affect. Ça, c'est une première partie chez Jung. Ça, c'est lié, le complexe est lié à l'individu, l'aspect personnel. L'archétype chez Jung, c'est une notion qui est galvaudée, on ne sait jamais trop qu'est-ce qu'il veut dire. Même Jung était tout mêlé dans sa notion d'archétype. De temps en temps, il disait quelque chose, des fois d'autres choses. Essentiellement, pour bien comprendre l'archétype, on pourrait comparer ça à un complexe qui est collectif. C'est en fait une espèce de nœud qui est comme partagé par une communauté. Donc, une espèce d'attracteur collectif. La religion est un grand véhicule d'archétype, d'image collective. Et on peut comprendre l'effet. On peut voir, en fait, on n'a pas accès à l'archétype. On ne sait pas ce que c'est qu'un archétype. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès directement, toujours accès à ces manifestations, les images de l'archétype. Et sans vouloir entrer dans les détails, pour comprendre des réactions comme il s'est passé avec Lady Di, il y a quelque chose d'archétypique qui est constellé. Pour voir une réaction émotive, collective, si grande, il faut aller voir justement qu'est-ce qui se passe au niveau d'une collectivité, qu'est-ce qui est constellé comme collectivité. Je n'ai pas fait le travail, il y a Jeanne Bauer à Montréal qui a travaillé sur ça. Comment ça se fait? On essaie de comprendre ce qui s'est passé avec Lady Di, comment ça se fait, toute l'espèce d'engouement qui s'est passé suite à la mort de... On peut voir qu'il y a quelque chose de collectivement constellé dans ce phénomène-là. Donc, c'est essentiellement ça, l'archétype qui est le prolongement du complexe. Ce qui fait que, quand je dis qu'on va chercher de l'information, il y a de l'information qui rentre sans trop qu'on le sache, parce que Jung a appelé la fonction inférieure.
je ne veux pas trop me perdre dans des détails, mais en gros, la fonction inférieure, chacun de nous, en fonction des complexes, va avoir une orientation dans le sens des gens qui sont plus pensés, les gens qui sont plus intuitifs, les gens qui sont plus pensée, sensation, intuition et sentiment. C'est les 4 fonctions chez Jung qui nous orientent dans le monde, qui sont liées justement au vide, qui sont liées au complexe. Il y a de l'information qui rentre par l'intermédiaire de la fonction inférieure et qui va générer les symboles. Et c'est de cette information-là qu'on va parler quand on va parler justement du rôle créateur du chaos. C'est que le symbole va aller chercher de l'information qu'on ignore. Et c'est pour ça que c'est désorganisant, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est que ça vient de quelque chose qui nous dépasse. Et il y a une belle expression, je ne me souviens pas ça vient de qui. L'intolérable nous ouvre les portes du réel. Ça, je trouve que c'est une belle expression qui résume justement la fonction inférieure, ou à tout le moins, ce qui est intolérable, ça nous ouvre un rapport à ce qui est plus vrai. Et ça m'amène à parler du symbole. Donc, essentiellement, pour Jung, puis dans plusieurs aussi traditions, le symbole, c'est ce qui résume un état de tension psychologique. Quand on parlait tout à l'heure de l'anxiété liée à l'imprévisibilité, quand on est dans cet état-là, il y a un processus symbolique qui se met en branle. Et dans les grandes périodes de crise, c'est ce que Jung va appeler les grands symboles. Il y a des grands symboles qui émergent quand on a des phases à traverser, des grandes transformations. Le symbole, c'est un peu ce qui nous permet de nous orienter dans tout ça. Cette espèce un peu, ce que je disais tantôt, il y a une tendance à la désorganisation, il y a une tendance à faire du ménage, il y a une tendance à... Mais le symbole, c'est de l'autre bord. C'est la tendance un peu à lier les choses. Il y a une tendance à délier, il y a une tendance à lier. Et le symbole, c'est ce qui met ensemble, ce qui met les choses ensemble. Et ça, c'est intéressant de voir la fonction symbolique. Je fais une petite aparté sur la fonction symbolique chez Winnicott, qui est très, très près de la fonction symbolique de chez Jung. La fonction symbolique de Winnicott, c'est comment se développe le rapport au monde d'une façon symbolique. C'est l'idée de l'objet transitionnel. Vous savez, quand on est enfant, on a quoi? On a 6 mois, 7 mois, 8 mois. On est lié à la mère, on est lié avec notre mère, puis on n'a pas conscience de la différence. On se sent lié, on est omnipotent, puis on a soif, puis ça arrive, puis en tout cas dans les meilleurs des cas. Puis donc on est bien, une espèce de belle ambiance. Eh bien, ce qui va se produire à 6, 7, 8 mois, il va se produire un traumatisme. Le premier traumatisme qu'on vit tous, c'est la rupture, c'est-à-dire la coupure d'avec la mère. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre. Mais la nature, ou à tout le moins ce que Winnicott développe, dans cette séparation-là, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire pour concilier ça? C'est des tensions insupportables. Il va élire un objet, une doudou, un petit ourson, qui va faire le lien entre ce qui est perdu et ce qui est là. Un objet physique, la doudou. Et c'est ce qui va l'aider à passer à travers l'imprévisible. Et c'est vraiment là que je veux vous amener. Le symbole nous aide à passer à travers l'imprévisible, et particulièrement ça. Ça, c'est au début, ça, la doudou. Après ça, ça va être le langage. Le langage qui va se mettre entre moi et l'autre. L'espèce de chose qui se passe entre moi et l'autre. La culture, après, ça va devenir cette symbole, ça va devenir cette doudou. Les arts, la science même. La science va devenir ce qui est entre moi et l'autre pour calmer l'espèce de tension. Donc, c'est vraiment de voir que le symbole calme les tensions, met ensemble un paquet de choses. Jung va plus loin que Winnicott et la doudou, qui est quelque chose qu'on observe. Jung va parler du symbole comme quelque chose qui va nous amener vers une certaine direction. C'est pas tout de résumer la situation, c'est pas tout de mettre ensemble un état de tension pour permettre de calmer la tension, mais ça va nous mener en quelque part. Et c'est ce qui est appelé la notion de finalité. Je vais y revenir un petit peu plus loin, je vais juste terminer avec le symbole, mais le symbole nous mène en quelque part. OK, je vais revenir parce que je veux parler un petit peu du rituel. Parce que le rituel, justement dans les phases chaotiques, le rituel, c'est un moyen de s'ordonner du pouvoir quand on n'en a pas. Et c'est vraiment de voir comment le rituel peut sécuriser, peut calmer le fait d'être dans un monde imprévisible, dans un monde chaotique. Et une citation de Saint-Exupéry que j'adore. Moi, j'adore Saint-Exupéry. Je suis allé dans le désert à cause de Saint-Exupéry. J'adore, c'est un auteur que j'aime bien. Puis Saint-Exupéry, il cite dans Citadelle, il dit... c'est quoi qu'il dit, donc? Les rites sont dans le temps, ce que la demeure est dans l'espace. Je trouve que ça, c'est très frappant. C'est très, très révélateur de ce que la fonction du rite, la fonction du symbole.
En tout cas, moi, ce que ça me dit, c'est comme pour se sécuriser, à tout le moins. En tout cas, je ne veux pas défaire la pensée de Saint-Exupéry, mais en gros, ça dit ce que ça veut dire. Et ça, le sens du rite, on le perd. On l'a perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis une couple d'années, là. Hein? Le sens du rite, le sens du sacré. Et l'enfant qui va mettre sa mère dans une couverture, symboliquement, il fait quelque chose de merveilleux qu'il va perdre avec le temps. Parce qu'après ça, on va lui dire, quand il se développe, mais non, ta mère n'est pas là, ta mère n'est pas dans ta couverture, ou à tout le moins, en tout cas, l'enfant va tomber dans la rationalité, puis il va tomber dans la coupure. Il va se couper, il va perdre ce rapport symbolique au monde. Et ce rapport symbolique au monde, c'est ce qu'on a perdu, mais c'est aussi ce qui nous permet de passer à travers les phases chaotiques, c'est ce qui nous permet de passer à travers l'imprévisible. Il est là notre pouvoir. On va y revenir plus loin. Il est là notre pouvoir de symboliser. S'il y a un petit pouvoir, c'est là. Si on nous l'enlève, c'est la désorganisation totale, et c'est un chaos qui n'est pas nécessairement créateur actuellement, de voir ça. Donc, cette importance du symbole, l'idée du jeu aussi, la capacité de jouer, Winnicott le fait ressortir beaucoup. Winnicott, dans son livre « La nature humaine », va parler, il y a un chapitre sur le chaos, il va parler, entre autres, oui, il parle beaucoup de jeu, mais dans ce livre-là, il parle en termes d'eau, l'eau est boueuse, mais l'eau n'est pas de la boue. Dans le sens que l'importance de prendre une distance par rapport au chaos. OK. Alors, il est quelle heure? Y a-tu plus tard que tantôt, là? 11h20? Donc, c'est à peu près 1 heure. Ça fait à peu près... Ouais. Bon, je vais laisser passer le mandala. La prochaine... Ouais, ça a l'air. C'est ça, je voulais vous parler du mandala. Peut-être juste un tout petit mot sur le mandala. Essentiellement, le mandala, c'est un symbole. C'est un symbole qui est généré, on peut dire, même selon Jung, même dans les primitifs, je cite Jung ici, l'expérience enseigne que le cercle magique, c'est le mandala, est l'antidote utilisé de toute l'Antiquité dans les états d'esprit chaotiques. Donc, il y a vraiment un lien entre chaos et la possibilité de quelque chose qui s'organise. Et on va voir une parenté entre ça et les fractales. Il y a vraiment, ça c'est vraiment le processus symbolique qui crée ces symboles-là, qui crée ces mandalas-là. Et selon Jung, les mandalas comme ça apparaissent dans les rêves, apparaissent dans différentes occasions, mais principalement liées à des périodes de grands troubles. C'est comme une espèce d'image qui ordonne, c'est une espèce d'image organisatrice, le mandala. Et c'est aussi à rappeler de l'image de la roue. Ça, c'est un mandala tibétain, donc c'est inspiré des traditions orientales. C'est un peu le symbole de la roue. Vous savez, en périphérie de la roue, il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup de désordre, ça tourne, on ne sait plus trop où ça va. Mais quand on se rapproche du centre, là, il y a plus de stabilité. Donc c'est un peu ce qui est souligné par la métaphore du mandala. OK. Je vois qu'il est déjà 11h20. OK. Quelques mots sur la théorie du chaos maintenant. Je quitte Jung momentanément pour le retrouver un petit peu plus loin avec la notion de synchronicité et les hasards coïncidents. La théorie du chaos, qu'est-ce que c'est essentiellement? En fait, on peut dire que la théorie du chaos est venue un peu en réaction contre tout en fait, se situe dans les sciences de la complexité, est venu un peu en réaction contre tout le mouvement de réductionnisme, le mouvement de fragmentation. En fait, le chaos va aller chercher vraiment, la théorie du chaos va vraiment aller chercher dans la totalité. Et donc, c'est essentiellement justement avec le développement des ordinateurs que cette théorie-là s'est développée pour observer le global, pour aller chercher, aller extraire des schémas d'ordre dans le global. J'ai le goût juste de vous lire quelques caractéristiques liées à la complexité, qui est en fait l'espèce de parrain de la théorie du chaos. Essentiellement, on peut dire que la complexité peut apparaître aussi bien dans les systèmes naturels que dans les systèmes produits par l'activité humaine. En tant que règle opérationnelle, plus le nombre de parties d'un système est grand, plus la probabilité est grande que ce système démontre des comportements complexes. Dans le cas des systèmes simples à comportement complexe, cette complexité apparaît comme une propriété émergente. On va voir qu'est-ce que c'est que la propriété émergente, qui est un langage de la théorie du chaos. La complexité peut se trouver dans des systèmes conservatifs ou dissipatifs. On va voir aussi qu'est-ce que c'est que des systèmes dissipatifs. Le système n'est ni complètement déterministe, ni complètement aléatoire.
En fait, la théorie du chaos s'intéresse beaucoup aux choses comme l'écoulement d'un fluide, la turbulence ou le comportement des nuages, tout ça. C'est des choses qui sont très, très difficilement disséquables. On peut difficilement démonter un nuage. On ne peut pas comprendre nécessairement sans regarder dans la totalité. Donc, c'est essentiellement un sens qui s'intéresse à ce genre de phénomènes complexes. L'économie, c'est un phénomène très, très complexe. La météo. OK. Puis, l'une des caractéristiques de base, c'est que en fait, complexe, qu'est-ce que veut dire complexe? On a vu complexe psychique, mais complexe physique, ça veut dire littéralement entrelacé ensemble. Quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose qui est mis ensemble. Quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qu'on démonte. Et quand on démonte, on démontre et on trouve un peu des choses démoniaques. On pourrait jouer avec les mots. Démoniaque dans le sens de... Je ne veux pas parler d'exorcisme ou de choses comme ça. En fait, ce que je veux dire, c'est essentiellement lié à le fait que les choses ne sont pas liées ensemble. Le diabole en opposition au symbole. Il y a vraiment ces deux perceptions-là qu'on voit, l'aspect diabolique qui divise, l'aspect symbolique qui met ensemble. Donc le complexe, c'est vraiment ce qui met ensemble. Donc les différentes parties du système complexe sont liées entre elles et affectent l'une et l'autre de façon symétrique. Il existe donc une rétroaction positive ou négative entre les composantes d'un système complexe. On parle alors de système adaptatif. Les systèmes complexes sont dits ouverts, dans le sens où ils peuvent échanger matière et énergie, information avec leur environnement. Les systèmes complexes tendent à avoir des comportements irréversibles. L'irréversibilité, c'est un peu, pour vous parler de l'irréversibilité, c'est vous prenez une piscine d'eau, puis vous mettez de l'encre dans l'eau, mais quand ça se mélange, après ça ne pourra plus se démélanger. Et ça, les systèmes naturels sont comme ça. On tend vers une certaine flèche, on vieillit, puis à un moment, on ne peut pas rajeunir. C'est vraiment cette idée-là qui est soulignée par cette théorie-là, l'irréversibilité. Prigogine a beaucoup développé cette idée d'irréversibilité. Les systèmes complexes sont dynamiques et hors d'équilibre. Ils sont plutôt un voyage plutôt qu'une destination. En fait, c'est une science qui s'intéresse beaucoup plus au processus qu'au résultat. OK. Propriété émergente, qui est tirée de la théorie du chaos. Essentiellement, propriété émergente, on parlait de l'eau tout à l'heure. L'eau à l'état liquide, c'est les mêmes molécules, mais l'eau à l'état de vapeur, c'est aussi les mêmes molécules, mais il y a quelque chose qui émerge. La vapeur est une propriété émergente de l'état liquide de l'eau. Donc, c'est vraiment cette idée que le tout est plus grand que la somme de ses parties. C'est un peu le penchant là, en science là, de cette idée-là, par la propriété émergente. Structure dissipative, qui serait c'est des gros mots, hein. En fait, c'est ça, je ne savais pas trop là, comment agencer ça, mais en fait, structure dissipative, pensez à dissipation d'énergie, l'image qui pourrait vous venir par rapport à ça, on voit ça beaucoup dans la nature et dans la culture aussi, c'est l'idée de la circulation automobile. La circulation automobile, c'est une structure dissipative au sens où quand vous voyagez avec votre voiture, il est 3 heures de l'après-midi, en plein milieu d'autoroute, vous avez toute la liberté de changer de voie, changer de vitesse, aller moins vite, mais changer de vitesse, c'est ça. Donc, vous avez toute la liberté. Vous êtes individuel, vous avez toute l'espèce de liberté. Par contre, à 5 heures, sur le pont Pierre-Laporte, là, ça devient comme une espèce de flot. Vous êtes pris dans une totalité, vous êtes pris dans une espèce de comportement collectif. Vous ne pouvez plus changer de vitesse puis vous arrêter pour regarder les fleurs ou quoi, qu'il n'y en a pas sur le pont, en tout cas. Vous ne pouvez plus vous arrêter. Vous êtes moins libre. Vous êtes lié à un flux, vous êtes lié à... C'est essentiellement ça, une structure dissipative. Donc, le lien entre des comportements locaux et des comportements collectifs. Et ça, c'est comme ça dans nos vies. De temps en temps, on est en interaction avec nous-mêmes, mais à un moment donné, on se fait prendre dans un flot collectif. Et on se... OK. La prochaine acétate, s'il vous plaît. Pour la diapo. OK. On va peut-être enlever l'autre, le Mandela. Voyons. Non, je suis encore chaotique, il faut croire. OK. Ça, c'est ce qu'on appelle des images fractales, peut-être? Oui, je vais vous introduire à d'autres images fractales. En fait, la fractale, c'est une géométrie qui est issue du chaos. Vous avez des images de géométrie fractale dans les feuilles que je vous ai données. C'est une géométrie qui est beaucoup plus près de la nature et qui a des propriétés. On va voir les propriétés, dont l'invariance d'échelle, c'est une des propriétés des fractales. Ça, c'est 2 sortes de fractales qui sont faits. En fait, je voulais vous illustrer ce qu'on appelle le point de bifurcation pour parler d'un aspect en psychologie qu'on appelle le choix.
En fait, c'est de se rendre compte que à chaque bureau, vous savez, dans nos bureaux de psy, vous connaissez, s'il y a des intervenants ici, vous voyez sûrement les gens qui vont vous voir puis qui vont vous demander « Est-ce que je l'aime? » ou « C'est quoi il faut que je fasse? » ou, les gens viennent nous voir souvent par rapport à une angoisse de faire un choix. Il y a une très, très grande angoisse de faire un choix. Puis c'est illustré un peu par ce qu'on appelle le point de bifurcation. Dans le sens qu'à chaque fois qu'on a un choix, l'univers, à tout le moins, la réalité se divise en deux. Vous choisissez quelque chose, puis inévitablement, vous laissez de côté quelque chose. Et à chaque fois, c'est comme ça. Donc, vous faites un choix ici, vous faites un choix là. Puis à un moment donné, c'est un ensemble de choix. Puis à un moment donné, on se dit, ouais, mais là, je suis tout mêlé, là, je ne sais plus quoi choisir, tout ça. Puis on voit dans cette sorte de fractal-là que malgré qu'on est tout mêlé, on se dit, mais je ne sais plus trop où je suis rendu, il y a de l'émergence d'ordre ici. Et ce qu'on voit ici, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de l'ordre gratuit, de l'émergence d'ordre. On va parler de synchronicité tout à l'heure. Il y a des moments dans notre vie où, comme ça, on ne sait pas trop quoi choisir, mais il y a quelque chose qui arrive qui nous aide à choisir. Donc c'est vraiment cette idée liée au choix, mais toute la difficulté de faire un choix, mais de faire confiance quand on fait nos choix, à ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui émerge. Ce qui est mis en relief aussi là-dedans, mais ça c'est moins dans le point de bifurcation, plus que dans la notion de choix. Le problème, c'est pas de choisir la bonne personne ou quoi, c'est l'idée de choisir. Et quand les gens viennent en thérapie puis me demandent est-ce que je l'aime ou c'est qui je devrais prendre dans ces deux-là, puis Agathe est bien placée pour parler. Quand je faisais ma supervision, j'avais entre autres une dame qui avait à choisir entre 2 hommes. Mais je dois dire que ça s'est continué dans ma pratique privée, je sais pas, je les attire ou quoi. En tout cas, les gens qui ont à choisir entre 2 hommes, ou à tout le moins qui sont dans une position de choix. Ce qui est à dégager dans ça, c'est pas l'idée de choisir le bon ou le pas, c'est l'idée de choisir, ce qu'on parle tantôt comme par rapport au processus. C'est ça qui construit, qui constitue l'être. Quand on fait des choix, notre être se constitue, se crée, se forme. Et quand on laisse les autres choisir, c'est le par-être qui se dégage. On pourrait dire par-être, pour parer l'être. Il y a une espèce de par-avant qui se passe avec l'être. Donc toute la différence entre choisir et laisser les autres choisir, qui fait que si on laisse trop les autres choisir, on est beaucoup dans le paraître, puis on n'est plus en contact avec l'être parce qu'il y a un par-avant, puis là on se demande qui qu'on est. Donc c'est vraiment cette idée que je veux faire ressortir par rapport à cette notion de choix. J'aurais plein d'autres choses à dire, mais là le temps se promène pas mal, je pense. Hein? OK. Je vais passer à... C'est beau pour... je vais revenir tout à l'heure à celle-là. Je vais prendre une diapositive. La prochaine. OK. Vous vous demandez c'est quoi une fractale? C'est essentiellement ça, une fractale. Comment c'est fait, une fractale? C'est essentiellement une simple formule mathématique qui est mise dans un ordinateur, qui est répétée et répétée, répétée une infinité de fois, et qui donne une figure qui donne ça. La particularité de la fractale, c'est que vous retrouvez un schéma d'organisation ici. On se demande d'où ça vient, une espèce de schéma qui s'organise. Et vous retrouvez la même chose ici. Et si vous faites un zoom, vous allez en retrouver une autre ici. Puis vous en avez d'autres ici, puis ici, puis ici. L'idée qui est dégagée dans la propriété fractale, c'est qu'on retrouve la totalité dans le particulier. C'est aussi ce qui est en prolongement avec ce qu'on appelle les hologrammes. Les hologrammes, en physique, c'est des images. On prend une partie de l'hologramme, puis on retrouve la totalité de l'image. Donc, vraiment, ce qui est dégagé par rapport à ça, c'est essentiellement cette propriété puis ça, c'est une propriété qu'on trouve dans la nature. Le fait que vous voyez ça dans l'ADN ou dans les cellules, on trouve la totalité dans la partie dans la totalité. Les images fractales nous révèlent une certaine forme cette propriété-là. Donc ça, c'est une forme particulière de fractal. Ensuite, j'en ai d'autres qui sont un petit peu plus complexes. En fait, vous voyez un peu un même schéma qui se répète un peu partout. C'est un peu le même principe. Ça, c'est une exposition de fractal. En fait, j'ai pris plus le haut. En fait, c'est pour vous... On voit que ça se répète, hein, les lumières en haut. En fait, non, c'est pour vous illustrer qu'actuellement, au niveau de la géométrie fractale, on commence à comprendre un peu. En fait, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, la géométrie fractale. Et ça, c'est une exposition qu'il y avait à Prague l'année dernière. C'est qu'il y a des expositions qui sont faites. C'est que les fractales, actuellement, sont beaucoup utilisés comme dans l'art.
on commence à appliquer, on commence à bien comprendre le lien qu'il y a avec les phénomènes comme la météo ou ces choses-là, mais ça demeure encore, les liens demeurent encore faibles et il y a encore beaucoup de travail à faire, mais au niveau de leur beauté, il y a quand même vraiment une très belle chose qui peuvent être faites. Ça, c'est le toit de la cathédrale, la mosquée de Cordoue, qui reprend un peu l'art islamique. En fait, ce que je voulais faire ressortir, c'est que l'art, parce qu'on trouve aussi des propriétés fractales aussi dans les figures, dans les images de certaines traditions. Puis la tradition islamique a beaucoup cette propriété de fractale, de retrouver la totalité dans la particularité. OK. Ça, c'est un flocon de neige. OK. Avant de parler du flocon, en fait, je vais vous parler d'une sorte particulière de fractal qui s'appelle... Elle est partie. La dernière que j'avais montrée tantôt. OK. Donc, ce qu'on appelle l'attracteur fractal, qui est une forme de fractal parmi d'autres. Ce que révèle l'attracteur fractal, c'est que la nature est comme conditionnée à passer par certaines places. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des phénomènes, ils n'ont pas le choix, on doit passer par là. Le principe de base de l'attracteur, c'est ce qu'on a, comme on le voit dans le pendule, dans un système mécanique linéaire. Le pendule, il y a un point fixe qu'on appelle un attracteur, c'est que le pendule se promène comme ça, puis inévitablement, le pendule va finir par arriver sur le point central, c'est l'attracteur du système. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'aussi, dans la nature, il y a des points comme ça. Dans le développement des organes, par exemple, ou dans le développement des espèces, tout ça, il y a ce qu'on appelle des attracteurs qui attirent le développement vers certaines directions. Et ça, c'est une illustration graphique de ça. Et ça m'amène à prolonger par rapport au flocon de neige. Il n'est plus là. OK. En fait, c'est que ça m'amène à parler de l'attracteur en termes... Puis je vais revenir le plus en psychologie. Ça va faire mes allusions en théorie du chaos. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que dans nos vies, il y a essentiellement des pointes. Il y a des secteurs où on doit passer, comme c'est ce que Jung a appelé comme en termes d'archétypes. Ne serait-ce comme par exemple le fait d'être en rapport avec une mère et un père, ça, tout le monde passe par là. Mais on ne le vivra pas tous de la même façon. Tout le monde passe par la maladie. Tout le monde passe évidemment par la mort. Ça, c'est un autre attracteur. On passe par gagner sa vie, travailler ou survivre, tout ça. Il y a comme ce qu'on pourrait appeler des attracteurs ou des secteurs de vie, donc qui fait que tout le monde, on passe par là. Mais on ne le vit pas tous de la même façon, puis c'est le principe qui est illustré par un flocon de neige. Malgré le fait que les flocons de neige dans la nature ont 6 pointes, on ne sait jamais ce qu'il va y avoir à l'intérieur des flocons de neige. Donc c'est un mélange entre déterminisme et ordre. Il y a un ordre, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Et c'est la même chose dans nos vies. On sait qu'on va passer inévitablement par se lier à quelqu'un, mais on ne sait pas comment ça va se vivre. On a le potentiel de, mais on ne sait pas comment ça va se vivre. Et quand on va parler des phases chaotiques, les phases les plus difficiles de nos vies, ça va être essentiellement dans ces secteurs-là. Les secteurs difficiles, ça va être les secteurs justement comme le rapport à l'autre. Ça, c'est une zone chaotique importante. La maladie, c'est une zone chaotique importante. L'emploi, le travail, perte d'emploi. Donc, il y a des secteurs où on est plus susceptible d'avoir du chaos. Et je y vais avec ma synthèse un peu. Quand on parle de l'anxiété, quand je parle de ça, c'est qu'on passe par des phases où, inévitablement, on ne sait pas trop ce qui va se passer par rapport au chaos. Dans les cas de stress post-traumatique, c'est vraiment, je voulais revenir sur ça parce que c'est vraiment ça. C'est des gens qui vont vivre des drames, qui vont vivre des crises. Et ce que je voulais faire ressortir, ce qui va faire que la personne va s'en sortir ou qui va pas, ou qui va trouver ça plus difficile, c'est vraiment le rapport au sentiment de puissance. Et ça, vous le retrouvez, les gens qui se sont sentis impuissants dans les cas où ils ont eu ces drames-là, ils vont comme chroniciser cette impuissance-là. Et ça va se vivre d'une façon non adaptée. Ces gens-là vont devenir très, très anxieux. Donc, c'est ce qu'on parlait par rapport à le fait de
ils vont le reprendre à une place, le pouvoir, c'est qu'ils vont imaginer. Donc, ils réimaginent toujours la scène du drame pour essayer d'aller trouver, c'est un peu mon interprétation, comme entre autres pour essayer d'aller prendre une prise. Mais la caractéristique fondamentale de ces gens-là, qui sont très difficiles à traiter, j'en ai quelques-uns en clinique, et c'est essentiellement difficile parce qu'ils sont constellés par ce sentiment d'impuissance-là. Et c'est ce que Mme Desrosiers disait hier, entre ceux qui ont un petit pouvoir et ceux qui n'en ont pas, et c'est de le prendre, ce petit pouvoir-là. Puis on va voir que ce petit pouvoir-là est très, très lié au symbole, est très, très lié à la capacité d'organiser l'expérience. Parce que ce qu'on se dit, c'est que quand on parle de chaos, on n'aura jamais de contrôle sur ce qui arrive. Ça va toujours être chaotique. Mais quand on parlait de rapport au chaos, on a un contrôle, on a un pouvoir sur notre perception de l'événement, et il est là notre pouvoir par rapport au chaos psychologique. Si on s'entête à vouloir changer les événements, puis c'est comme en couple, si on s'entête à vouloir changer l'autre, ça va toujours être chaotique. On ne passera jamais par une autre phase. Mais si on se responsabilise, si on regarde plus en dedans de soi, c'est quoi notre rapport à ça, puis c'est là qu'il est le pouvoir, là il y a possibilité de passer à une autre étape. OK. Petite ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Il est plus tard que tantôt, là. Il est moins 20? Ah, ben, OK. Je veux vous parler de la synchronicité, parce que quand je parlais de où arrivent les désordres, Jung va dire, et ça, c'est pas très... Vous savez, la synchronicité chez Jung, on se dit c'est un cadeau, puis c'est quelque chose qui nous tombe du ciel, puis c'est donc beau, il n'y a pas de hasard, puis tout ça. Mais selon Jung, quand la synchronicité survient, il faut se demander dans quel état est la psyché. Parce que pour que la psyché fasse appel à un symbole dans le réel, il faut se demander dans quel état elle est, puis c'est vraiment ce que Jung va dire. Dans les épisodes de synchronicité, c'est les épisodes où la psyché est le plus perturbée. Et il faut vraiment distinguer, peut-être vraiment pour qu'on s'entende tous sur la notion de synchronicité. La notion de synchronicité, c'est essentiellement une correspondance, une coïncidence entre soit un événement psychique et un événement physique, qui sont liés entre eux par le sens qu'ils en ont. Et ça, on se demande d'où est-ce que ça vient. Ça émerge de nulle part. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Et on peut mieux comprendre, dans la mesure du possible, avec les sciences de la complexité, que tout est lié, tout est interrelié. On sait, par rapport à l'effet papillon, qu'un battement d'aile à Pékin peut provoquer une tempête à Montréal. On sait de plus en plus que tout est lié. Donc ça met vraiment à jour cette possibilité-là, que tout est lié, et c'est vraiment intriguant. L'exemple qui est rapporté par Jung, c'est de synchronicité. Puis j'en avais plein d'exemples dans vos vies, de coïncidences comme ça. Puis je vous dis comment ça se fait. Comment ça se fait que cette personne-là m'a parlé de ce livre-là, puis l'autre aussi, puis l'autre aussi, puis l'autre aussi, puis là, sont 15 qui m'ont parlé de ce livre-là. C'est peut-être le temps que je le lise. Donc, il y a une espèce de lien entre plusieurs événements et puis le sens qu'il y en est. Peut-être... Donc, c'est ça. L'exemple que Jung donne de synchronicité, c'est l'exemple où une de ses patientes qui était extrêmement résistante, extrêmement rationnelle, qui était vraiment qui organisait tout d'une façon intellectuelle, pas moyen de rentrer dans l'inconscient, pas moyen de plonger dans le chaos avec elle, pas du tout. Donc ça restait stable, c'est un état d'équilibre, mais un état d'équilibre très très stérile. Donc cette dame-là, à un moment donné, fait un rêve où il y a un scarabée. Donc elle rapporte ça à Jung, puis pendant qu'elle rapporte son rêve sur le scarabée, bang, à la porte, ou plutôt à la fenêtre, il y a un scarabée, pas qui cogne, mais à tout le moins, il y a un scarabée, un insecte de type scarabide qui se frappe sur la fenêtre, et Jung va prendre le scarabée, il lui donne à la dame, il dit, regardez, c'est ça l'interprétation de votre rêve. Et à partir de là, l'évolution de la thérapie avancée, c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a déclenché, et c'est comme la coïncidence entre un événement psychique, le rêve, et un événement objectif, la scarabée. Ça, c'est l'exemple typique de Jung par rapport à ça. Un contre-exemple de synchronicité, parce que des fois on se dit, ouais, mais c'est quoi? C'est-tu de la synchronicité? Il faut vraiment qu'il y ait l'élément de sens, de signification à l'intérieur du phénomène. C'est l'exemple qui est rapporté par Michel Cazenave, qui est un post-jungien qui a beaucoup théorisé, pas théorisé, mais s'est intéressé beaucoup à la synchronicité. Il a rapporté l'exemple de son fils qui s'appelle Tristan Cazenave, né un 26 mai 1968 à 7h12. Je vous dis ça. Il reçoit une convocation, Michel Cazenave reçoit une convocation d'un homme, d'un étudiant,
qui s'appelle Tristan Cazenave, né le 26 mai 1972 à 7h13. Et là, il lui dit, Tristan, tu m'avais pas dit que tu avais appliqué à cette université-là, tiens. Je lui dis, non, j'ai pas du tout appliqué. Ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est qu'il y avait un autre Tristan Cazenave, né un 26 mai 1972 à 7h12, qui existait. Mais dans ce cas-là, c'est pas de la synchronicité, parce que ça fait pas sens. C'est purement une coïncidence. Et c'est ça qu'il faut vraiment être prudent quand on parle de synchronicité. On dit, il n'y a pas de hasard et tout ça. C'est pas ça, la notion de synchronicité. Il faut vraiment qu'il y ait l'élément de sens pour qu'il se passe quelque chose. Et je terminerai dans les exemples de synchronicité avec un exemple personnel qui m'a beaucoup bouleversé cet été. En fait, moi, cet été, il faut vous parler un petit peu de ma vie personnelle sans vouloir trop entrer dans les détails. J'ai vécu une rupture assez difficile avec une personne. Et puis, tout le long de ma relation avec cette personne-là, il y a la présence d'abeilles. On se promenait, puis il y avait une petite abeille qui se promenait, puis on trouvait ça très amusant. Une de nos sorties de couple qu'on a beaucoup, en fait, notre première sortie de couple qu'on a fait, c'est une sortie au musée de l'abeille. Donc, l'élément de l'abeille était comme constellé. En fait, on portait plus attention à cet élément. Puis c'était vraiment frappant. Là. Il y a vraiment beaucoup d'abeilles dans notre relation. Et puis, le soir de notre rupture, j'arrive chez moi, je me couche, tout ça. Ce qui me réveille le matin, c'est une abeille. C'est une abeille qui me réveille le jour de notre rupture, c'est une abeille qui me réveille. Jusque-là, une simple coïncidence. Quelques temps après, quelques mois, et j'avais une résistance à me séparer de cette personne-là. J'avais vraiment une résistance. Quelques mois par après, il y avait près de mon ordinateur, il faut dire qu'on s'est rencontrés par Internet, comme ça. Il y avait près de mon ordinateur une abeille morte avec un cheveu rouge. Et cette femme-là, s'était teintée les cheveux en rouge, en fait. Donc, c'était un cheveu de cette personne-là enroulé alentour de l'abeille qui était morte à côté de l'ordinateur. Ça, c'est une synchronicité. Dans le sens, réveil. Il y a une incursion du symbole, détache. Ou il y a une invitation du symbole à se détacher et qui était très, très fort. Quelques jours après, il y avait à ma porte l'ensemble de mes objets personnels que j'avais déposés chez elle qui étaient venus me porter. Donc ça, c'est une expérience de synchronicité. Donc, c'est ça. J'ai pas regardé, je vais la regarder ce soir. Ça m'amène à conclure, en fait, je n'irai pas plus loin sur cette notion mystérieuse de la synchronicité. En fait, c'est ça, je voulais conclure concernant le chaos, je voulais revenir sur le chaos. En fait, je vais vous la lire. Parmi les chaos de la vie, le chaos relationnel est probablement le plus souffrant. Que faire lorsque l'autre personne part, meurt, etc. Que vais-je devenir sans l'autre? Un peu le chaos. Le chaos du départ de l'autre m'incite à retourner chez moi. Le chaos survient lorsque je m'éloigne de moi. Quand je m'éloigne